C'est un anime de la saison que j'ai vraiment aimé regarder. Dans ce film, le protagoniste ne semble avoir aucun talent, mais il est devenu le chef de la plus grande équipe de chasseurs de trésors au monde. Et évidemment, une personne sans aucun talent ne serait jamais capable de faire cela, mais le héros de cette histoire a réussi à le faire. Alors pour savoir comment il a fait, je vous recommande de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Le nom de notre héros est Cray, et il voulait juste vivre une vie tranquille dans le village paisible où il est né. Il n'a jamais aimé l'idée de devenir un chasseur de trésors qui pénètre dans des coffres-forts et combat des monstres dangereux. Il savait très bien qu'il était faible et qu'il ne pourrait jamais devenir fort. Cependant, c'est le rêve d'enfance de ses amis qui lui a fait jurer de devenir un célèbre chasseur de trésors et d'être respecté comme un grand héros. Leurs aventures furent incroyables et de nombreuses années se sont écoulées depuis. Et maintenant, Cray est un jeune homme vivant dans la capitale où une grande campagne de recrutement est organisée par l'un des plus grands clans. Cray se faufile dans la file d'attente et une fille nommée Ruda commence à parler de ses problèmes, disant qu'elle ne peut pas continuer seule dans un coffre au trésor appelé White Wolf Lair. Elle a donc décidé de rejoindre un groupe. Soudain, l'un des gars dans la file commence à se moquer de Ruda en disant qu'une femme comme elle ne pourrait pas traverser le repère du loup blanc au niveau 3. Elle est irritée par les commentaires de l'homme nommé Greg, et ils commencent tous les deux à s'irriter l'un contre l'autre. Cray ne veut évidemment pas faire partie de ce désordre, alors il fait de son mieux pour se fondre dans le mur derrière lui. Un garde arrive rapidement pour mettre fin au combat, et peu de temps après, ils entrent dans la taverne, et Cray dit à Ruda de lui demander n'importe quoi, car il a déjà assisté à plusieurs de ces réunions. Elle demande d'abord quel est le groupe le plus flashy, et Cray dit qu'il s'agit du meilleur clan, dirigé par un playboy blond nommé Ark. Il est actuellement de niveau 7 et avec seulement 5 coéquipiers, il a réussi à nettoyer un coffre au trésor de niveau 7, ce qui signifie que tout le monde est très compétent. Ruda est surpris d'entendre cela et lui demande pourquoi il y a un siège vide à côté du groupe d'Ark. Et avant que Cray ne puisse dire quoi que ce soit, Greg arrive et lui demande si elle ne sait pas que ce siège appartient au célèbre chef du groupe Griver qui a fondé le clan First Steps. Greg dit à Ruda que la principale raison pour laquelle il y a autant de monde est que les Griver essaient de trouver un nouveau membre pour la première fois. Soudain, un garçon aux cheveux roux commence à crier sur les organisateurs de l'événement, demandant où sont les personnes du groupe le plus fort, puisqu'il est venu uniquement à cause d'eux. À ce moment-là, une fille nommée Tino apparaît pour discipliner le garçon, et bien que le garde d'avant essaie de l'arrêter, aucun d'eux n'est prêt à reculer. Les chasseurs de la taverne sont impatients de voir un bon combat, et Cray dit à Ruda de partir avec lui pour qu'il ne soit pas pris entre deux feux. Pendant ce temps, Atina commence à se réchauffer, quand soudain elle ressent une présence familière. Puis elle ignore complètement le garçon aux cheveux roux et commence à regarder autour d'elle. Soudain, elle remarque Cray et se dirige vers lui, ignorant l'attaque de la rousse, et sa personnalité change complètement. Elle n'est plus la machine à tuer qu'elle était autrefois, mais une fille gentille et mignonne complètement amoureuse de Cray. Elle l'appelle maître et lui demande depuis combien de temps il est là. À ce moment-là, l'homme blond nommé Ark arrive et dit à Cray qu'il est en retard, car sans sa présence, l'événement qui est sur le point de se produire ne peut pas continuer. À ce moment-là, tout le monde fut choqué d'apprendre que cet homme pathétique allongé sur le sol était le chef du clan le plus fort. Apparemment, Cray n'aime pas être le centre de l'attention, et son histoire en tant que chef du clan le plus fort a commencé il y a 5 ans, lorsqu'il a formé le groupe appelé Griver avec ses amis d'enfance pour réaliser leurs rêves. Ils se sont rendus au coffre des débutants et les ont rapidement nettoyés. Oui, dans cet anime, il ne l'appelle pas un donjon, mais un coffre-fort. Et durant ses aventures, ce sont juste les amis de Cray qui ont fait tout le travail. Et il n'avait souvent aucune idée de ce qui se passait, n'étant qu'un zéro faible et vulnérable. Mais ses amis pensaient qu'il servait volontairement d'appât aux monstres. Il était le seul à ne pas avoir de réelles compétences, et il savait qu'il gênerait bientôt ses amis dans leur mission. Il a donc décidé de quitter le groupe pour le bien de tous. Lorsqu'il a rassemblé ses amis pour leur annoncer qu'il quittait le groupe, ils l'ont complètement ignoré et ont dit que leur groupe n'avait pas de chef. Alors maintenant, il devrait prendre le relais. Cray a été choqué que sa démission ait été transformée en promotion. Mais il n'avait pas d'autre choix que de continuer. Il devient ainsi le leader du groupe qui devient rapidement le plus fort du monde. De retour dans le présent, Cray est à sa place, avec Ark et Tino à ses côtés. Et ils se battent tous les deux pour attirer votre attention. Ark dit alors que Cray a dû arriver en retard exprès pour se mêler aux candidats et les évaluer. Et au fond, Cray veut dire que ce n'est pas vrai et qu'il était en retard seulement parce qu'il avait trop dormi. Mais il ne dit évidemment rien. Ark demande alors s'il a trouvé quelqu'un apte à rejoindre le groupe. Et l'attention de Cray se tourne vers la rousse violente de tout à l'heure. Et il demande au garçon de se présenter. Le garçon dit que son nom est Gilles. Et Cray croit que si le groupe d'Ark l'entraîne, le garçon sera capable de libérer tout son potentiel. Mais il s'avère qu'au fond, Cray sait qu'il n'a aucun talent pour identifier les gens. Il a donc décidé de choisir Gilles, qui semble être un garçon très travailleur. Cependant, il a une condition que Gilles doit remplir. Cray dit que la chose la plus importante pour un chasseur est la force et la détermination de ne jamais abandonner. Et donc, il décide de les tester pour voir s'ils sont dignes de rejoindre son clan. Il affirme que depuis qu'il est devenu chasseur, il n'a jamais perdu une seule fois. Et tout le monde est choqué. Mais cela n'est arrivé que parce qu'il n'a jamais été impliqué dans un vrai combat. Cray sort alors l'une de ses bagues, déclarant que quiconque la prendra recevra une recommandation de sa part pour rejoindre le groupe d'Ark. Il lance l'anneau vers la foule, et Gilles court pour l'attraper. Mais Tino agit rapidement et l'envoie chercher Satan d'un coup de pied. L'anneau s'envole alors de ses mains et commence à rouler sur le sol. Et tous les chasseurs présents dans la taverne commencent à le poursuivre. Tout comme mon père, quand il était ivre, me poursuivait pour me battre. Pour couronner le tout, Cray déclare que la bague est également un objet précieux. Ainsi, celui qui l'attrape peut également choisir de ne garder que la bague.
Il souhaite bonne chance à tous. Et puis dit à Ruda et Greg que tu les reverras. Le lendemain, alors que Cray se détend dans son bureau, sa secrétaire, Eva, se plaint du petit désordre que son défi a causé. Elle l'informe également que l'association des chasseurs de trésors souhaite avoir une conversation avec lui. Comme le gentil trouillard qu'il est, Cray veut envoyer l'arche en votre nom. Mais il n'est plus en ville. Et donc, Cray n'a pas d'autre choix que d'y aller. Dès son arrivée au bureau, il s'agenouille immédiatement devant le grand homme nommé Gark. Et il commence à s'excuser. Mais Gark ne se contente pas de ses excuses. Il demande à sa secrétaire de donner à Cray un livre avec des missions qu'aucun chasseur ne veut faire. Parce qu'ils paient très mal ou sont extrêmement difficiles. Cray commence à feuilleter un livre pour trouver une quête facile et la lancer à quelqu'un d'autre. Il trouve donc une quête dans un coffre-fort de niveau 3. La quête consiste à sauver des chasseurs. Et il accepte facilement cette mission sans savoir quelle est la plus dangereuse de toutes. Lorsque Cray arrive au bureau du clan, il rencontre Tino qui est là pour lui montrer la bague qu'elle a reçue hier. Il lui demande alors si elle est libre maintenant. Et Tino dit oui car c'est le moment parfait pour faire tomber son maître amoureux d'elle. Cependant, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il veut simplement qu'elle accomplisse la mission qu'elle a reçue de Gark. Quand Tino entend cela, il disparaît. Mais Cray utilise un artefact qui la suit errant. Il dit que la mission de sauvetage est dans la fosse aux loups. Et il sait déjà exactement qui il va envoyer là-bas avec Tino. Il forme alors un groupe avec Uda, Tino, Greg et Gilles pour mener à bien la mission. À ce stade, nous sommes transportés dans un flashback d'il y a 6 ans. Au moment où le groupe de Cray est allé s'inscrire en tant que groupe auprès de l'association des chasseurs de trésors. À ce moment-là, l'homme aux cheveux roux nommé Luc ouvrit la porte et se présenta comme l'épéiste le plus fort du monde. Et après lui, la fille bronzée nommée Lise a déclaré qu'elle était la plus grande voleuse. Évidemment, ici, nous parlons de classe. À ce moment-là, Cray était rempli de honte et voulait juste mourir. Mais ses amis ont continué à l'embarrasser encore plus en disant qu'il était le plus fort du groupe. Même s'il était réticent, il s'est rendu à la réception pour remplir les papiers du groupe. Et la réceptionniste lui a demandé de choisir un nom et un symbole pour le groupe puisque personne dans son groupe n'y avait pensé auparavant. Cray, puis dans une tentative d'être rejeté par tout le monde, a choisi le pire nom possible, Grivet. Et comme symbole, il a choisi un crâne mal dessiné. Et ça a marché parce que tout le monde lui a dit que le nom et le symbole étaient horribles. Il a toutefois déclaré qu'il ne resterait pas dans ce groupe s'il choisissait un autre nom ou un autre symbole. Et cela a immédiatement amené ses amis à changer de ton et à accepter sa décision. Ils ont ensuite dit à Cray qu'il avait un grand sens pour choisir les noms. Et que le symbole qu'il a écrit est incroyable et ils ne l'ont pas réalisé avant parce qu'ils ne sont pas aussi intelligents que lui. C'est à ce moment-là que Cray réalisa qu'il n'avait plus le choix. Il a dû passer à autre chose et le groupe Gris-Vert a été formé. De retour dans le présent, Cray se tient devant les 3 chasseurs de trésors qui ne se sont toujours pas habitués au fait qu'il est l'homme le plus fort du royaume. Il lui demande s'il est vraiment un chasseur de niveau 8 surnommé 1000 trucs. Mais avant que Cray ne puisse dire quoi que ce soit, Tino le défend et ordonne à tout le monde de s'agenouiller devant lui. Cray lui demande d'arrêter de les intimider mais Red agit avec arrogance, disant qu'il a l'air trop faible pour être le vrai one-two-centric. Cray ignore cela et demande si toutes les personnes présentes sont prêtes à aider Tino à explorer un coffre au trésor de niveau 3. Gilles refuse d'obéir à ses ordres et Craig commence à se disputer avec lui, exigeant qu'il fasse preuve de respect envers un chasseur de niveau 8. N'ayant pas d'autre choix, Craig décide de retirer Gilles de l'équipe. Cependant, le garçon, sorti de nulle part, le défie en combat et dit qu'il deviendra son subordonné Silver. Craig accepte le défi mais lui dit de combattre Tino. Le garçon accepte le défi et ils se rendent dans la salle d'entraînement. Là, Gilles dit à Craig qu'après avoir vaincu la fille, il le défiera. En réponse, Craig dit que Tino est un chasseur de niveau 4 mais même si elle est au même niveau que Gilles, elle lui est toujours bien supérieure. Tino laisse rapidement tomber ses armes, disant qu'elle n'en a pas besoin, ce qui incite Gilles à jeter également son épée. Tino avance vers Gilles et le garçon ne peut même pas réagir. Il esquive le premier coup mais ce n'était qu'une préparation pour un coup de pied puissant qui le projette contre le mur. Tino, heureux, dit qu'elle l'a déjà vaincu mais Gilles se lève et l'attaque. Mais Tino le renverse à nouveau d'un coup au cou. Elle suppose à nouveau qu'elle a gagné la bataille et se dirige vers Craig, désireuse de recevoir ses éloges. Et alors qu'elle se dirige vers Craig pour recevoir quelques mots d'encouragement, Gilles s'allonge sur le sol, complètement incapable de croire qu'il a perdu. Il se souvient qu'il a toujours été le garçon le plus fort et qu'il rêvait de devenir l'épéiste le plus puissant. Il est devenu chasseur de trésors pour réaliser ce rêve, mais il est vite devenu trop fort pour son groupe et il a donc décidé de rejoindre le groupe le plus fort. Craig, même sans connaître son histoire, lui demande s'il a quitté son ancien groupe à cause de la différence de compétences. Et Gilles, choqué, demande comment il le sait. Et Craig répond qu'il était dans la même situation, mais contrairement à lui, il a fini par rester dans le groupe. Craig dit cela, mais ne révèle pas la partie la plus cruciale de son histoire, car à l'époque, ce sont ses amis qui ne l'ont pas abandonné. Et tout le monde finit par comprendre que Craig était trop fort et qu'il n'a pas abandonné ses amis. Soudain, Craig touche son épée avec ses pieds et son corps se couvre de flammes. Et Gilles s'en étonne, car il n'a pas encore réussi à manifester des flammes à ce niveau. Mais Craig peut le faire sans même tenir l'épée. C'est donc à ce moment-là que le garçon accepte que Craig est un monstre qu'il ne peut pas vaincre. Après cela, Craig lit les détails de la mission et dit qu'ils iront dans un coffre au trésor pour sauver des chasseurs. Et les monstres auxquels ils ont été confrontés là-bas sont les fantômes des loups d'argent qui vivaient dans la tanière avant d'être chassés. Plus tard, la secrétaire Eva dit à Craig qu'il n'aurait pas dû envoyer Tino et ses autres débutants dans un coffre au trésor. Mais il dit que ce n'est qu'un coffre de niveau 3. Et à propos de l'épée de Gilles, elle est si facile à utiliser que même Gilles peut la manier sans rien savoir à son sujet. C'est à ce moment-là que l'on découvre que Craig est le plus grand amateur de reliques de ce
ce monde. Il dit que les reliques trouvées dans les coffres sont incroyables et que son rêve est de les avoir toutes. Il commence à s'imaginer en train d'utiliser l'épée de Giles et se demande s'il devrait essayer de la lui acheter. Mais Eve le réprimande en disant qu'il a déjà trop de reliques. Mais il répond en disant que chaque relique est différente, donc il ne s'en lâche jamais. Soudain, il se souvient qu'il doit porter ses reliques, alors il se rend chez un mage de sa guilde. Tandis que la mage porte la relique, elle et son partenaire racontent à Cray l'histoire du loup fantôme aperçu près de la tanière des loups qui a détruit une caravane gardée par des gardes de niveau 3. De plus, les monstres du coffre sont devenus de plus en plus puissants ces derniers temps, et même une équipe de chasseurs de trésors de niveau 5 y a disparu. Cray est choqué d'entendre tout cela et saisit immédiatement la page d'information de la quête. Il n'avait pas remarqué les noms et les niveaux des personnes qu'il devait sauver lorsqu'il a accepté la mission, et il est terrifié lorsqu'il réalise qu'il a envoyé des gens de niveau 3 pour sauver des gens de niveau 5. Il en conclut qu'il les a tous envoyés à la mort, et lorsqu'il le raconte aux deux autres, ils sont également terrifiés. Mais ils arrivent à la conclusion que c'est ainsi que Cray forme ceux qui ont du potentiel. Après cela, Cray quitte immédiatement la pièce, essayant de se convaincre que tout ira bien. Après tout, Tino est un niveau 4 très fort, et Giles ne manque pas non plus. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'écran, le groupe de Tino est déjà proche du coffre au trésor, et l'atmosphère commence à devenir effrayante. Et même si elle savait déjà que Cray avait fait face à une mission très difficile, elle réconforte les autres en disant que Cray les a réunis pour une raison qu'elle ne connaît tout simplement pas. Soudain, ils sont attaqués par un puissant monstre loup portant une armure et portant une arme. Tino est terrifiée car elle n'aurait jamais pensé que les monstres là-bas seraient d'un niveau aussi élevé. Mais elle décide de se battre pour accomplir la mission que son maître lui a confiée. De retour dans le bureau de Cray, il se sent coupable d'avoir envoyé Tino et les autres dans une mission très dangereuse. Il décide donc d'aller les aider personnellement. Puis, il sort un livre de son étagère pour révéler une pièce secrète où sont conservées toutes ses reliques. Finalement, ses yeux tombent sur un petit coffre-fort contenant une relique assez particulière. Quand il quitte la pièce avec tout, Eva le prend presque pour un voleur. Et puis elle réalise que Cray veut juste les aider. Cependant, elle remarque une relique interdite autour de son cou, mais Cray la cache, disant qu'il ne l'utilisera pas car elle est trop dangereuse. Il va ensuite à la fenêtre et dit à Eva qu'il reviendra bientôt. Il active le pouvoir de sa tunique et s'envole à une vitesse folle. C'est à ce moment-là que l'ignorance devient bonheur, car l'appareil qu'il utilise pour voler n'a ni commande ni frein. Et son créateur est mort après l'avoir testé. De retour à la grotte, le groupe de Tino parvient à tuer un autre monstre bien au-dessus de leur niveau. Et lors de cette rencontre, Giles se rend compte que le mana de son épée s'est complètement déchargé après que Cray ait libéré l'énergie de son épée pendant la démonstration. Greg a également l'air assez secoué. Alors que Ruda respire lourdement après avoir tué un seul monstre, Greg pense qu'il devrait rentrer car ils n'ont pas de groupe ou de niveau approprié pour faire face à ces monstres. Mais Tino rejette leur plan, affirmant que Cray les a envoyés pour une raison et qu'ils ne peuvent le laisser tomber en aucune circonstance. Elle dit même que le fait que l'épée de Giles ait été déchargée faisait peut-être partie du grand plan de Cray. Elle continue donc aveuglément en croyant en Cray, et bientôt ils atteignent l'objectif de leur mission, où ils trouvent plusieurs monstres loups qui attendent dehors, ayant des armes et des arcs dans leurs mains. Tout le monde se cache derrière des rochers et discute du plan. Ils décident rapidement qu'il serait préférable d'éviter la confrontation en plein air et tentent d'abord d'entrer dans la grotte. Giles se porte héroïquement volontaire pour distraire les chiens, tandis que les autres courent à l'intérieur. Mais Tino lui dit qu'il sera tué instantanément s'il essaie de le faire. Giles affirme qu'il possède toujours son épée légendaire et que même sans son mana, elle reste une arme redoutable. Mais en tant que leader du groupe, Tino rejette cette idée. Au lieu de cela, elle décide qu'elle et Uda agiront comme des distractions, tandis que Giles et Greg attaqueront les monstres par derrière. Ensemble, ils repoussent leurs limites et finissent par très bien s'en sortir, parvenant à vaincre les 4 loups. Tout le monde est surpris de réaliser qu'ils sont capables de vaincre des adversaires aussi forts. Mais soudain, quelques monstres supplémentaires émergent de la grotte et le groupe passe immédiatement à l'action. Pendant le combat, Tino remarque que son équipe, même si elle est temporaire, contient des personnes très fortes dans leur propre classe. Et pendant que tout cela se passait, Tino continuait à faire confiance à Cray, pensant qu'il avait dû penser à tout cela à l'avance. Et il les a envoyés dans ce donjon spécifiquement pour qu'il gagne plus de confiance. En combattant le monstre, Giles se souvient de l'époque où il parlait mal de ses propres coéquipiers car il pensait qu'il n'était pas assez bon et qu'il ne pouvait pas le suivre. À cause de cela, il a quitté son équipe mais il n'a jamais pensé à ce qu'il ressentait. Parce que même s'il les considérait tous comme faibles, il faisait de leur mieux pour le suivre. En combattant la bête, Greg a retrouvé son équilibre et a repoussé le monstre, donnant à Giles l'opportunité de porter un coup massif à la poitrine du monstre, le tuant instantanément. Il réalise enfin à quel point c'est génial de se battre en groupe et que cette fois, ses coéquipiers ne sont pas complètement attardés. Ensemble, ils avancent vers la zone suivante. Cependant, avant qu'ils ne puissent traverser la prochaine série de grottes, Tino les arrête, disant qu'il peut sentir la présence de quelqu'un à proximité. Greg demande si cela pourrait être les gens qui se sont perdus dans la grotte, mais Tino pense qu'ils doivent combattre le monstre boss avant de pouvoir récupérer les membres du groupe blessés. Elle dit qu'ils ne peuvent pas grandir s'ils n'entreprennent que des tâches faciles, et Greg dit qu'elle a peut-être raison, puisque même après être devenu un aventurier de niveau 4, il n'a jamais progressé vers des quêtes de niveau supérieur. Tino dit alors que Cray a dû s'en rendre compte immédiatement, et il l'a donc mis dans ce groupe, tout cela pour qu'il puisse affronter sa peur et grandir. Elle se tourne vers le reste de son équipe, disant qu'ils ont tous été choisis pour une raison, car Cray est un dieu et un génie qui propose les meilleurs plans. Elle dit aussi qu'il n'envoie pas les gens au hasard dans des missions risquées, et pendant ce temps, dehors, Cray devient fou. Il commence à marcher aussi vite que possible.
faible. Et à cause de cela, il finit par entrer dans le donjon comme un fou. Au même moment, loin devant, Atino et son groupe rencontrèrent enfin le monstre boss. Greg pense que ce boss est trop gros pour eux, mais le monstre ne leur a pas demandé leur avis et essaie simplement de les frapper avec sa hache. Ils parviennent tous à esquiver le coup en courant et Atino se rend compte que le monstre est incroyablement puissant et qu'ils ont besoin d'un plan pour avoir une chance de le vaincre. Elle remarque que le patron ne porte pas son casque et suggère de viser sa tête. Elle dit à Gilles de bloquer la prochaine attaque, tandis qu'elle essaiera de porter le coup final. Gilles accepte le plan sans hésitation et tout le monde se prépare à tenter d'attaquer. Suivant le plan, Gilles parvient à bloquer l'attaque avec son épée, tandis que Greg l'attaque par derrière pour finalement se faire gifler au visage. Atino court rapidement vers la bête, esquivant ses coups. Le monstre tente à nouveau d'attaquer Greg et finit par briser son épée. Et si ce n'était pas pour Atino, le monstre aurait tué Greg. Atino avance vers la hache du monstre, se dirigeant vers le visage de la créature. Elle saute en avant, mais malheureusement la bête est beaucoup plus rapide et finit par la frapper. Cependant, elle parvient toujours à poignarder le monstre à l'arrière du cou. Heureusement, leur plan fonctionne, et même si Atino est blessé, sa blessure peut être guérie avec une potion. Gilles et Greg sont soulagés d'être en vie et Atino rend l'épée de Greg. Mais soudain, elle sent quelque chose et esquive une lance qui vient de l'obscurité vers elle. Ils ne comprennent rien car le patron devrait déjà être mort. Cependant, 4 monstres boss émergent de l'obscurité, chacun utilisant une arme différente. Et c'est à ce moment-là que même Atino admet que Cry en a un peu trop fait car un seul boss leur suffisait déjà. Cependant, elle ne veut pas décevoir Cry, alors elle se lève une fois de plus. Cependant, elle n'a pas l'intention de se battre, mais plutôt de s'enfuir. Leur plan est d'aller dans une grotte étroite où les bêtes ne pourraient pas les chasser. Mais l'un des monstres bloque immédiatement l'entrée, empêchant leur fuite. Greg et Gilles suggèrent que les filles servent d'appât pendant qu'ils s'échappent rapidement à travers les grottes. Ruda essaie de discuter, mais Greg insiste, disant qu'il est normal de sacrifier certains pour que les autres puissent survivre. Atino, en revanche, n'est pas prêt à sacrifier qui que ce soit et se demande ce que Cry ferait dans cette situation. Soudain, elle se souvient de l'anneau magique qu'il lui a donné. Elle dit à tout le monde de la soutenir, alors les trois attaquent rapidement le monstre, tandis qu'Atino utilise son anneau pour tirer une balle aérienne sur l'ennemi. Elle charge l'attaque et la tire dans les yeux du monstre, le laissant complètement désorienté. Le monstre commence à se débattre, tandis que Gilles tente de porter le coup final, mais malheureusement il finit par être écrasé. Et quand Atino essaie d'aider, tous les autres monstres sont déjà sur eux. Et quand il semble que tout est perdu, Cry entre dans la grotte et fait exploser le monstre contre le mur. Atino est surpris de le voir là, tandis que Greg remarque que les monstres semblent le craindre. L'un des monstres tente de l'attaquer, mais les reliques protectrices de Cry le rendent immunisé. Il tire rapidement une explosion magique en utilisant ses anneaux magiques, projetant à nouveau le monstre contre le mur. Il utilise ensuite une bombe fumigène pour fournir une couverture et permettre à tout le monde de s'échapper. Et grâce à son intervention, tout le monde parvient à s'échapper vivant. Cry guérit rapidement les jambes d'Atino et dit à tout le monde de le suivre. Mais lui-même a peur, car il n'a aucune idée de ce qui va arriver. Il continue de marcher la tête baissée, espérant que personne ne remarque qu'il est perdu. Mais le groupe croit simplement en lui et suit ses traces. Après avoir marché sans but pendant un certain temps, Gilles demande à Cry s'il se dirige vers la sortie. Mais Cry reste silencieux. Atino intervient alors, déclarant qu'il a certainement d'autres plans car il les emmène dans une direction complètement différente. Crier à l'intérieur, c'est désespéré de s'échapper. Il a peur qu'Atino soit en colère contre lui pour les avoir envoyés dans cette mission. Alors, ne sachant pas quoi faire, Cry continue de marcher. Soudain, tout le monde se fige et demande comment Cry a su qu'il devait aller dans cette direction. Atino prétend que Cry sait tout et tout le monde court vers la grotte où il trouve les blessés qui ont été perdus dans le coffre-fort. Cry est surpris de les trouver là car il sait qu'il ne les a trouvés que par pure chance. Le chef de ce groupe est grièvement blessé et son nom est Erdolf. Il le remercie pour son aide, mais Atino lui dit de remercier Cry car c'est lui qui les a amenés là-bas. Cry prétend immédiatement que ce n'était qu'une coïncidence, mais tout le monde pense qu'il fait juste preuve d'humilité. Aruda offre les médicaments qu'elle a, mais elle n'en a pas assez pour tout le monde. Pour couronner le tout, ils sont faibles car ils n'ont pas mangé depuis longtemps. Heureusement, Cry se souvient d'une relique qu'il porte qui s'avère être un sac de chocolat infini. Il distribue des chocolats à tout le monde, les sauvant temporairement de la faim. Greg commence alors à parler à Rudolph, déclarant qu'il ne s'attendrait jamais à ce qu'un groupe de niveau 5 ait des problèmes dans cette grotte. Et même Gilles commente que les monstres loups étaient très forts, mais qu'ils n'étaient pas suffisants pour éradiquer un groupe de niveau 5 entièrement équipé. Rudolph révèle alors que les loups ne les ont jamais attaqués, car ils ne les ont même jamais vus. Au lieu de cela, un monstre fantôme incroyablement fort est apparu et les a attaqués seul. Rudolph explique que ce fantôme doit être un monstre spécial, car il était suffisamment puissant pour contrôler même les chefs loups. Il ajoute qu'il pense que le fantôme pourrait être encore plus fort que le saint de l'épée lui-même. Et cela laisse tout le monde choqué, car ils savent que le saint de l'épée est l'épéiste le plus fort de la capitale impériale. Et pendant que tout le monde absorbe cette information, Cry mange simplement, car il sait que le saint de l'épée est son ami d'enfance, Luke. Et il doute que ce fantôme soit aussi fort qu'on le dit, car si un monstre aussi fort existait, Luke l'aurait éliminé il y a longtemps. Pourtant, Cry sait qu'il ne peut pas faire face à ce fantôme. Et puis, du fond du cœur, il regrette de ne pas avoir attendu le beau garçon, Ark, pour s'occuper de cette mission à sa place. Malheureusement pour Cry, tout le monde à l'intérieur de la grotte se tourne vers lui pour obtenir des conseils supplémentaires. Lui, ne sachant pas quoi faire, s'éloigne de tout le monde. Et finalement, il décide de les piéger pour gagner du temps. Il dit à Tino qu'elle est la chef du groupe et que son travail est de diriger. Tino n'est pas très confiant quant à son rôle de leader, mais Cry dit que ce serait un bon entraînement et l'encourage à devenir le leader. Tino est très
heureux de savoir que Cray lui fait autant confiance et promet qu'elle ne le décevra pas. Il commence à marcher à travers le labyrinthe de grottes et trouve bientôt la sortie de la grotte visible au loin. Cependant, cela les rend encore plus anxieux et ils s'inquiètent encore plus de l'apparition du fantôme. Cependant, Rudolph dit à Tino qu'il agira comme un bouclier afin qu'il puisse s'échapper en toute sécurité si la créature apparaît. Tino rejette l'idée, affirmant que tout le monde revient sain et sauf et que Cray est avec eux. Soudain, ils commencent à entendre les hurlements des chefs des loups qui viennent vers eux et cela les rend immédiatement nerveux. Tino sent quelque chose d'incroyablement fort venir vers elle et même Cray peut sentir la présence. Alors, il la protège rapidement tout en pensant à toutes les reliques qu'il possède, y compris celles qui lui donnent des vies supplémentaires. Il a actuellement 5 vies supplémentaires, ce qui signifie qu'au 6e coup, il est pratiquement mort. Malheureusement pour eux, le fantôme mortel devient visible et il marche vers eux avec une épée à la main. Cela effraie tout le monde, mais pour empirer les choses, une deuxième silhouette apparaît derrière le fantôme et cela finit par être trop de pression même pour le courageux Tino. Elle commence à trembler comme un chien et se cache derrière Cray, le suppliant de les sauver. Cray, cependant, cesse de se soucier de reconnaître la deuxième silhouette et demande ce qu'elle fait d'ici. Puis, sans dire un seul mot, la personne mystérieuse donne un coup de pied si fort au fantôme qu'il finit par rester coincé dans les parois de la grotte. La femme masquée s'approche de Cray, lui demande si tout va bien et retire son masque pour montrer à ceux qui ont peur qu'elle est Liz, une autre membre du groupe de Cray. Tout le monde est étonné de sa force, mais cela irrite Liz, qui leur demande comment ils peuvent être des chasseurs de monstres s'ils ne savent même pas qui sont les Grievers et à quoi ressemblent les masques qu'ils portent. Elle dit à Cray qu'elle est venue de la ville pour le trouver, mais lorsqu'elle est arrivée au manoir, elle a appris qu'il était dans une grotte pour aider un certain groupe. Elle lui demande alors de s'éloigner car elle doit maintenant parler à son élève et elle se dirige immédiatement vers Tino qui se cachait derrière Cray. Liz commence à humilier la fille en disant qu'elle ne peut pas croire que Tino soit si inutile. Elle se plaint de Tino, disant qu'elle est une fille stupide de ne pas pouvoir survivre si facilement dans une grotte. Elle se plaint également du fait que Tino continue de demander de l'aide à Cray. Jill pense que c'est trop et essaie de l'arrêter, mais il reçoit le coup de pied le plus fort de sa vie et est également projeté contre le mur. Liz continue ensuite de réprimander Tino jusqu'à ce qu'elle tombe complètement au sol. Malheureusement, Liz n'a pas l'intention d'arrêter de se plaindre et Cray est trop lâche pour intervenir. Il attend que Tino se mette à 4 pattes et s'excuse de ses erreurs. À ce stade, il pense que c'est trop et intervient finalement, disant à Liz que Tino a fait un excellent travail pendant sa mission, tout cela grâce à son excellente formation. C'est à ce moment-là que Liz change complètement de personnalité et devient une fille douce qui demande à Cray si elle a fait du bon travail ou non. Cray la complimente en disant qu'elle est incroyable et qu'elle est heureuse. Soudain, il remarque que le fantôme est réapparu du mur et derrière lui se trouve un loup géant portant un fusil. Cela met Liz en colère qui remet son masque et lorsque le loup essaie de lui tirer dessus, elle se déplace si vite que le temps ralentit et elle attrape toutes les balles avec facilité. Elle saute alors vers la bête et la tue d'un seul coup de pied à la tête. Elle tourne maintenant son attention vers le fantôme qui se préparait à l'attaquer. Elle saisit l'épée à main nue mais le fantôme à genoux dans les airs puis le frappe dans le sol. Le pauvre Tino commence à pleurer et bien que Cray se sente mal pour elle, il sait qu'il ne devrait pas s'impliquer car il ne veut pas être maltraité par Liz. À la fin, le fantôme meurt finalement après que Liz l'ait frappé à la tête. Après cela, Liz se calme enfin et court serrer Cray dans ses bras et lui dire qu'il lui manquait beaucoup. Après cela, il s'échappe en toute sécurité et le lendemain matin, Jill retourne au camp d'entraînement et donne son épée magique à Tino, disant qu'il veut que Cray l'ait car il s'entraînera à nouveau à partir de zéro et son rêve est de devenir aussi fort que Liz un jour. Mais personne ne croit qu'il puisse atteindre ce niveau. Pendant ce temps, Tina pense aux étranges masques que portent les Grievers. Et évidemment, celui qui a commandé ces masques, c'est Cray. Ces masques sont complètement inutiles car ils n'ont aucune ouverture permettant à l'utilisateur de voir ce qui se trouve devant lui. Malgré cela, les amis de Cray portent ces masques et croient que les masques les rendent plus forts. Et après ces événements, nous voyons Cray commencer à chercher un slim qui devrait être dans une capsule autour de son cou. Il a reçu cet objet il y a environ un an d'un alchimiste talentueux de son clan. Elle lui confiait souvent ses produits finis pour qu'il les garde en sécurité et il s'agissait toujours d'objets dangereux. À l'époque, elle lui a dit que s'il était négligent avec Cebu et la libérait, elle pourrait détruire toute la capitale à elle seule. Et c'est pourquoi il a tellement peur de ne pas le trouver. Cray sait que s'il réfléchit trop à cette question, il finira par devenir plus faible qu'il ne l'est déjà. Alors il se convainc que Cebu n'existe pas et qu'il n'a rien fait de mal. Il se rend ensuite au bâtiment du clan. Lee dit que l'association des chasseurs de trésors veut un rapport sur la tanière du loup blanc. Cray lui dit d'envoyer un rapport à Tino car elle était le chef d'équipe. Cependant, Eva l'informe que Tino s'entraîne avec Liz en ce moment et il a immédiatement pitié de la pauvre fille. Il demande ensuite à Eva si quelque chose d'important s'est produit dans la capitale et elle lui répond que rien ne s'est passé mais qu'elle va commencer à enquêter. Cependant, il lui dit que ce n'est pas nécessaire. Il décide de rendre visite à Tino et laisse tout le reste à Eva qui commence à penser que Cray avait toujours raison lorsqu'elle faisait une sorte de prédiction. Elle croit que puisqu'il s'inquiète pour la capitale, quelque chose de grave et de terrible va bientôt se produire. Pendant ce temps, Cray arrive à la salle d'entraînement et trouve de nombreux chasseurs grincheux rassemblés devant les portes. Un chasseur de niveau 6 nommé Sven dit à Cray de contrôler Liz car il est le seul à pouvoir affronter une bête comme elle. Tout le monde doit également s'entraîner mais Sven est plus inquiet de la mort de Tino si son entraînement continue. Cray fait quelques blagues disant que tout va bien mais lorsque la porte de la salle d'entraînement est ouverte, il a rapidement peur de voir Tino allongé sur le sol tandis que Liz la menace et l'insulte, exigeant qu'elle se lève pour recevoir plus de coups. Lorsque Tino ne se relève pas, Liz devient folle et décide
décide de mettre fin à ses jours d'un coup de pied puissant. Heureusement, Kyle l'arrête avant qu'elle ne puisse attaquer et Liz lui lance un regard effrayant lui demandant s'il l'arrête vraiment. Il dit oui avec un sourire sur son visage et dit que Tino a atteint sa limite, alors elle devrait la laisser se reposer pour aujourd'hui. Alors, Liz devient rapidement une jolie fille qui obéit à Kyle et promet de laisser Tino se reposer. Mais soudain, Tino attrape sa jambe, utilisant toute sa force pour se relever. Il s'avère qu'elle veut avoir l'air cool devant Kyle et donc elle dit à Liz qu'elle peut toujours se battre. Liz se prépare rapidement à la tuer cette fois et alors que les deux filles se préparent pour un deuxième round, Kyle quitte la salle d'entraînement car il sait qu'il mourra s'il reste là. De l'extérieur, Sven pense que le grand plan de Kyle est de motiver Tino à devenir plus fort et Kyle le laisse croire ce qu'il veut. Ensuite, il s'assoit pour prendre du thé et Sven commente qu'apparemment l'affaire du repère du loup blanc n'a pas encore été résolue et que certains fantômes continuent d'attaquer les gens à l'entrée nord. Il demande à Kyle ce qu'il devrait faire mais visiblement Kyle n'en a aucune idée. Dans sa conscience, Kyle rate de peu Ark car il est meilleur que lui en tout. Soudain, il a une idée et décide de transmettre l'affaire à Sven et son équipe. Il les envoie à l'association des chasseurs pour rencontrer Gark et dit à Sven de considérer cela comme un entraînement. Kyle part joyeusement, impressionné par sa capacité à résoudre rapidement les problèmes, mais l'un des subordonnés de Sven n'est pas impressionné par lui. Ce subordonné commente que, bien qu'il soit le chef, il n'a jamais vu Kyle faire quelque chose de valable. Cependant, Sven le réprimande, disant qu'il ne devrait pas juger Kyle si facilement car au fond, il est un vrai monstre. D'un autre côté, Gark de l'association des chasseurs pense la même chose. Gark pense que, même si tout semble pareil dans la tanière du loup blanc, Kyle doit savoir que quelque chose se passe car il n'irait pas là-bas sans raison. Loin d'eux, dans un laboratoire souterrain, un vieux sorcier réfléchit lui aussi à l'implication de Kyle dans la récente affaire. Il est membre de l'organisation secrète appelée Akashic Tower qui recherche des moyens de créer artificiellement des coffres au trésor en manipulant l'énergie provenant de la Terre. Ce vieux sorcier est le cerveau derrière le plan et il est également derrière la mutation des fantômes dans la tanière du loup blanc. Cependant, il n'aurait jamais imaginé qu'un chasseur de haut niveau comme Kyle entrerait dans le coffre au trésor et découvrirait leur plan. Le vieux sorcier le considère comme un danger et se rend dans un autre endroit pour continuer les recherches car ils ne peuvent pas l'affronter sans le chef de la sécurité qui est hors de la ville. Pendant ce temps, Kyle fait un cauchemar à propos d'une boue géante qui brûle toute la ville. Il se réveille en sueur car la chaleur de la ville en feu lui semble trop réelle. Mais il se rend vite compte que la cause de la chaleur est Liz qui s'est glissée dans son lit et lui caresse les couilles. Cependant, Kyle est déjà plus qu'habitué donc il ne réagit même pas. Liz lui demande alors s'il est libre car elle prend officiellement une pause dans son travail et son entraînement et il n'y a rien de mieux que de sortir et de s'amuser avec Kyle. Il décide de suivre son plan quel qu'il soit car c'est bien mieux que de travailler. Cependant, lorsqu'ils arrivent au bâtiment du clan, ils sont choqués de trouver Gark qui est venu là parce que Kyle n'arrêtait pas de trouver des excuses. Gark dit à Kyle qu'ils doivent parler mais Liz lui tient tête lui disant de résoudre ses problèmes seul et d'arrêter de compter sur Kyle. Gark est furieux à ce sujet et se plaint que Liz ait laissé une mission hautement prioritaire incomplète mais Liz le traite de chauve et lui dit d'arrêter d'interrompre leur rendez-vous. Ils continuent à se disputer et Kyle pense qu'il assiste à une bataille d'insultes digne d'un duel. Soudain, la bataille verbale se transforme en véritable combat. Kyle appelle ensuite l'assistant de Gark pour une sorte de conversation civilisée. Pendant ce temps, Liz et Gark continuent de se battre en bas, détruisant la réception au passage. Liz, étant agile, a un avantage sur Gark même s'ils sont équivalents en force. Elle taquine même Gark en disant qu'il vieillit et que ses articulations doivent être en train de s'effondrer maintenant. Elle plaisante également en disant que son cerf-volant ne devrait même plus voler et enragée par les insultes, Gark utilise toute sa force mais Liz esquive facilement et continue de lui faire pression. À ce moment-là, Kyle descend et demande aux deux d'arrêter et bien que Gark ne veuille pas reculer, Liz court immédiatement aux côtés de Kyle, s'accrochant à lui et disant qu'ils doivent retourner à leur réunion. Alors, chacun suit son chemin et Kyle et Liz sortent enfin pour s'amuser. Il lui pose ensuite des questions sur le coffre-fort de niveau 8 qu'elle explorait et Liz répond que c'était très amusant et que les monstres là-bas étaient les meilleurs mais qu'elle s'est ennuyée au bout d'un moment et est revenue le voir. Les pensées de Kyle se tournent une fois de plus vers la boue qui s'est perdue et il se demande si cela pourrait vraiment mettre la ville en danger. Liz lui demande pourquoi il a l'air si déprimé. Il ne lui répond pas et lui pose une autre question, lui demandant ce qu'elle ferait si le pays était détruit. Sans même réfléchir, Liz répond en disant qu'elle s'enfuirait sur une île tropicale et qu'ainsi elle profiterait de ses longues vacances. Kyle est surpris par son attitude positive et insouciante et il en arrive à la conclusion qu'il devrait en apprendre davantage de son ami d'enfance. Soudain, Liz jette son sac à Kyle et part vaincre un homme au hasard dans la rue. Kyle panique et demande ce qu'elle fait et Liz dit que cet homme les traquait. Il dit qu'elle est paranoïaque et lui demande de le laisser partir. L'homme, en voyant Kyle, prend peur et s'enfuit et l'étrange attitude de Kyle fait croire à Liz que tout cela faisait partie de son plan. Elle demande ensuite à Kyle pourquoi il l'a laissé s'échapper et lui demande quel sera leur prochain mouvement. Kyle est complètement perdu dans ses questions puis il dit qu'ils devraient simplement continuer leur tournée. Le lendemain, Kyle et Liz se rendent dans la partie la plus dangereuse de la ville et elle pense toujours qu'ils sont à un rendez-vous mais Kyle le nie disant qu'ils y vont pour travailler car selon les informations qu'il a reçues d'Eva, de nombreuses personnes disparaissent dans les bidonvilles et bien que ce soit quelque chose dont quelqu'un de Baran peut s'occuper, il a peur que ce soit le Slim manquant. Mais pour rendre ce voyage encore meilleur, il a entendu dire qu'un nouveau glacier avait ouvert dans le quartier, il prévoit donc d'y jeter un œil puis de se promener un peu dans les favelas juste pour dire qu'il a accompli la mission. Mais avant cela, il veut d'abord visiter le glacier et Liz est très excitée.
sécurité. Cependant, le propriétaire du magasin n'est pas du tout enthousiaste. Il s'avère que le propriétaire du magasin est le même homme que Liz avait attrapé auparavant et que Cray avait laissé s'échapper. Il craint que Cray l'ait laissé s'échapper volontairement et soit maintenant revenu pour le capturer. Cet homme utilise actuellement le glacier comme façade pour une base de recherche à Tor Akeksa et il prévoit de fermer le magasin immédiatement. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, la porte s'ouvre et une rousse nommée Sophia apparaît. L'homme devient rapidement heureux car Sophia est responsable de la sécurité de l'organisation. Dehors, Liz s'impatiente et essaie de faire exploser la porte du glacier, mais Cray l'arrête, suggérant que peut-être le magasin n'ouvrira pas aujourd'hui. Même si elle ne veut pas reculer, elle lui obéit et il retourne au clan. De retour dans son bureau, Cray demande à Liz si elle sait quand sa sœur reviendra. Sa sœur est l'alchimiste qui a créé le Slim et son nom est Citri. En réponse, Liz dit que sa sœur pourrait ne pas revenir avant un certain temps et Cray espère juste que Citri reviendra avant que le Slim manquant ne détruise complètement la ville. À ce moment-là, Eva arrive au bureau et annonce que l'association des chasseurs a formé une équipe pour enquêter sur la tanière du loup blanc. Selon elle, ils prennent l'affaire très au sérieux au point d'envoyer un expert en reliques pour analyser le site. Cray pense que c'est une exagération mais il s'en fiche car il n'a pas l'intention d'y aller de toute façon. Pendant ce temps, le propriétaire du glacier arrive au siège de Tor Akeksa et dit à tout le monde que Cray l'a trouvé. Il est terrifié car Cray a vu à travers son déguisement. Cependant, il n'a encore pris aucune mesure. Cela laisse tout le monde perplexe quant à ce qu'il faut penser. Il demande donc conseil à Sophia qui propose d'affronter directement Cray et son clan. Elle leur assure qu'ils ont une chance de gagner en disant que même si leur principal ennemi est au niveau 8, elle croit toujours que le système de sécurité qu'elle a construit est capable d'affronter le clan Cray. À ce stade, un vieux sorcier de l'organisation lui donne la permission d'agir, reconnaissant qu'ils ne doivent pas éviter cette bataille pour toujours. Le lendemain, le bâtiment du clan de Cray est rempli d'aventuriers et en entrant, Tino est choqué par tant de monde et demande au garçon ce qui se passe. Il explique que tout le monde s'est réuni pour enquêter sur la tanière du loup blanc et Tino pense que c'est une exagération. Mais le garçon dit que Cray avait prévu d'envoyer Ark en premier, ce qui montre que cette affaire est plus grave qu'il n'y paraît car envoyer un chasseur de niveau 7 comme Ark dans un coffre au trésor de niveau 3 est la plus grande preuve que quelque chose de commun se passe là-bas. Alors comme ils ne peuvent pas envoyer Ark et son groupe, l'association et le clan ont décidé de rassembler de nombreux chasseurs pour compenser. Bientôt, Cray et Eva arrivent et Cray demande si tout cela est une fête et Eva clarifie en disant que tout le monde va à la tanière du loup blanc. Elle explique que depuis que Cray a mentionné l'arche, elle a rassemblé plusieurs personnes pour servir de remplaçants. Cray est choqué et suggère de réduire le nombre de personnes car de cette façon, il dépenserait moins d'argent. Cependant, cela ne fait que terrifier tout le monde qui pense qu'ils sont envoyés à la mort. Eva essaie de calmer la situation en suggérant que Cray doit avoir quelque chose d'important à dire, mais il n'a rien à dire. Mais il tente d'expliquer que la mission n'est pas aussi dangereuse qu'elle le paraît, mais les chasseurs refusent de le croire. Il interroge ensuite Eva sur les récompenses et apprend que l'arche a débloqué des fonds supplémentaires pour garantir que tout le monde soit bien payé. Cela étant dit, Cray laisse les chasseurs décider quoi faire et ils sont heureux de pouvoir y aller en groupe assez important. À ce moment-là, Liz apparaît et dit que tout le monde là-bas doit adorer se cogner contre un morceau de bûche vraiment épais. Elle dit que les défis de Cray sont censés rendre les gens plus forts, mais personne là-bas ne semble vouloir devenir aussi fort qu'elle. Elle dit ensuite à Cray qu'elle acceptera la mission, mais qu'elle a besoin que Tino l'accompagne. Cependant, Cray est obligé de refuser son offre car il ne veut pas mettre la vie de Tino en danger ni que le moral des autres baisse. Il prévient que tous les présents partiront en mission, alors Eva lui suggère de prendre le commandement du groupe. Cray est surpris d'entendre cela et tous les aventuriers se sentent soulagés, pensant que leur sécurité est désormais garantie. Cray, réalisant qu'il ne peut plus reculer, promet simplement de les aider. Cependant, il arrivera au milieu de la mission et au moment où il arrivera, Svank sera déjà dans la tanière du loup blanc et devra prendre le commandement. Avant de partir, Cray prévient l'un des chasseurs de faire attention au citron vert. L'homme ne comprend rien et pense que Cray se moque simplement de lui. Ainsi, le groupe de chasseurs avance vers le caveau, sans savoir qu'en fait, il se dirige vers l'une des bases secrètes de la tour d'Akeksa. Dans le même temps, les dirigeants de cette organisation maléfique croient que Cray a envoyé plusieurs chasseurs pour s'occuper d'eux. Ils sont tous désormais indécis sur la manière de réagir. Sophia suggère donc d'attaquer les chasseurs avant qu'ils ne soient prêts. Elle explique que le système de défense a été conçu pour lutter contre les chasseurs les plus puissants et que seule l'unité de tout le groupe Cray pourrait les vaincre. Mais pour le moment, seul Cray, Alice et l'alchimiste Citri sont proches de la capitale et Sophia a déjà des plans pour s'occuper de Cray et Alice. Et Citri est la seule contre laquelle elle n'a pas de stratégie définitive. Cependant, Sophia elle-même a une rancune personnelle contre Citri, alors elle déclare qu'elle la vaincra. Sophia dit que Citri a découvert la théorie de son maître sur la création de nouveaux coffres au trésor et elle essaie également de la reproduire. Elle déclare qu'ils ne peuvent pas laisser cela se produire et demande au sorcier la permission d'utiliser toute sa puissance de feu contre Citri. Le sorcier lui accorde sa permission et la nomme commandant des forces de la tour pour cette bataille. Pendant ce temps, Sven et son groupe ne trouvaient rien d'inhabituel. Mais Sven croit que Cray les a envoyés là-bas pour une raison particulière. Soudain, il reçoit un appel et demande à son coéquipier de siffler l'urgence, alertant ainsi tous les autres chasseurs. Lorsque tout le monde se rassemble, Sven partage le message de Cray sur les Slims, laissant les chasseurs furieux d'avoir reçu des ordres d'un homme qui n'a même pas eu le courage d'y aller. Cependant, Sven leur demande de faire confiance à ce que dit Cray et raconte une histoire sur la façon dont Cray a un jour invité tout le monde à un groupe d'observation de fleurs et leur a demandé d'apporter leurs armes. Et au moment
moment où Cray porta le toast, un coffre au trésor apparut derrière lui, montrant qu'il avait tout prévu. Les chasseurs furent impressionnés et Sven insista sur le fait que les informations de Cray étaient plus précieuses que tout ce qu'il pouvait trouver. Pendant ce temps, dans le bureau de Cray, Alice supplie pour du travail, disant qu'elle veut lui montrer ses talents de combattante. Il est irrité par son comportement et ne pense qu'autant qu'il devra passer à s'occuper d'elle jusqu'à ce que ses chasseurs résolvent le problème dans la tanière du loup blanc. Votre objectif est d'apparaître uniquement à la fin de la mission et de prendre tout le crédit. À ce moment-là, l'alchimiste Citri arrive sur les lieux et dit à Cray qu'elle est venue pour aider à faire face à une organisation incroyablement forte et intelligente qui pourrait bientôt devenir une menace mondiale majeure. Cray expulse immédiatement Alice et Tina du bureau pour entendre les détails de Citri. De l'autre côté de la ville, Gark se prépare également, enfilant son armure de combat pour entrer dans le coffre au trésor et montrer que ses jours de gloire ne sont pas encore terminés. Son assistant essaie de l'arrêter en disant que ses os ne peuvent plus supporter la pression et que s'il pousse trop fort, il risque de finir par se faire chier dessus. Soudain, Citri apparaît et partage des informations importantes sur leurs véritables ennemis. De retour dans le bureau de Cray, il réfléchit au fait que Citri était la seule personne de son cercle d'amis qui n'était pas extrêmement forte. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais se battre sur le front et a décidé de faire autre chose pour soutenir ses amis. À l'époque, c'est Cray qui lui a suggéré de devenir alchimiste, ce qui l'a amené à devenir la plus grande alchimiste de tous les temps. Citri explique que le slime qu'elle a créé a la capacité de s'adapter rapidement à son environnement et d'évoluer, mais c'est un prototype instable et qui a échoué. Cependant, elle assure que sa création ne l'attaquera jamais, ni Cray. Malgré cela, Cray est toujours effrayé lorsqu'il réalise que le reste de la ville est toujours en danger. Il admet qu'il ne sait pas quand et comment la boue a disparu, et Citri en déduit qu'elle a dû s'échapper de la capsule par le drainage. Cray est quelque peu soulagé par la confiance aveugle de Citri en lui, mais avant qu'il ne puisse se détendre, elle l'avertit qu'il y a quelque chose d'encore plus dangereux que la boue échappée à discuter. Au même moment, dans la tanière du loup blanc, Sven reçoit l'information selon laquelle Cray ne rejoindra pas le groupe de sitôt et que Liz a également été interdite de les aider. Il se sent secrètement soulagé de ne pas avoir à faire face à Liz, alors il décide de faire un discours de motivation aux chasseurs de trésors. Sven demande s'ils sont prêts à combattre un Slim, et tous les chasseurs répondent avec assurance, disant que même les enfants peuvent vaincre les Slims et que ce n'est pas quelque chose dont ils doivent s'inquiéter. Sven, cependant, s'attendait déjà à cette attitude et maudit mentalement Cray pour ne pas avoir donné d'informations plus utiles. À ce moment-là, un chasseur extrêmement arrogant décide d'entrer seul dans le coffre-fort, affirmant que la planification est pour les perdants. Sven demande alors s'il veut être la première victime des monstres, afin qu'il puisse peut-être apprendre quelque chose de sa mort. Un homme rassemble alors ses compagnons, et au milieu de la confusion, une jeune fille rose timide lève la main pour poser une question. Pour une raison quelconque, elle me rappelle beaucoup Sophia, mais elle prétend être juste une alchimiste du clan Cray. La rousse explique qu'elle a travaillé aux côtés de Citri sur des recherches sur les slims. Elle sort ensuite une fiole mystérieuse et affirme que le liquide à l'intérieur peut vaincre n'importe quelle boue, quelle que soit sa force. Et après avoir entendu cela, Sven essaie de motiver les chasseurs, disant à tout le monde de rechercher la victoire et de revenir vivant. Avec cela, ils commencent enfin leur enquête, et à la fin de la journée, ils ne trouvent que des fantômes de loups qui sont beaucoup plus forts que prévu, mais ils n'ont toujours pas trouvé de slim. Sven commence à se demander si Cray a fait une erreur cette fois. Pendant ce temps, l'idiot suffisant décide de sortir et d'arroser un arbre. Il se plaint de Cray pour avoir donné des ordres sans se présenter sur le champ de bataille, jusqu'à ce qu'il entende soudain un bruit étrange et décide d'enquêter. Il rencontre alors deux hommes mystérieux et un énorme loup enchaîné. Ces gars sont membres de la tour d'Akexa, et ils sont sur le point d'injecter quelque chose dans le loup pour le transformer en une arme vivante capable de décimer les chasseurs. Le vilain chasseur se rend compte que quelque chose ne va pas et agit avant que le pire n'arrive. Il assomme l'un des hommes, mais l'autre lui lance des boules de feu. Il parvient à bloquer les attaques et s'en prend au deuxième, le battant. Pendant ce temps, le premier homme injecte le sérum dans le loup qui commence à fondre à l'extérieur, devenant quelque chose d'encore plus dangereux. Les deux hommes déclarent alors que le loup va désormais chercher du mana pour se renforcer. La créature absorbe l'énergie des deux mages en quelques secondes, devenant une menace monstrueuse. Le chasseur souffle dans son sifflet pour alerter les autres, et Sven organise immédiatement tout le monde à l'extérieur de la forêt. Peu de temps après, le vilain chasseur apparaît gravement blessé, ayant même perdu un de ses bras. Il dit que Cray avait raison et qu'un puissant monstre visqueux se trouve dans la forêt. Le monstre apparaît, maintenant un mélange grotesque d'un loup fantôme et d'une boue. Sven tire des flèches pour tenter de l'immobiliser, mais il n'y parvient pas. Les mages attaquent avec le feu et la glace, mais ils ne font rien non plus. Sven et le guérisseur se précipitent pour aider le chasseur blessé, qui explique qu'il a vu deux hommes injecter quelque chose au loup et qu'après cela, il s'est transformé en cette chose hideuse. Le monstre avance sans être affecté par les attaques, et Sven décide de tenter le combat physique en lui tirant une série de flèches. Mais il n'a toujours pas de résultat. Il se rend compte que ni la magie ni les attaques communes ne fonctionnent et avertit les chasseurs de gagner du temps et de garder leur distance. Sven se rend ensuite chez l'alchimiste aux cheveux roux et lui demande le flacon de produit anti-slim. Elle explique ensuite que si le slim touche ce produit, il s'autodétruira. Et Sven élabore un plan rapide et place le pot sur le sol, attirant ainsi la boue vers lui. Lorsqu'il tombe sur la bouteille, le liquide réagit violemment, provoquant plusieurs explosions sur le corps du monstre. Tout le monde commence à penser que le combat est terminé, mais le slim absorbe les explosions et survit. Et Sven se rend compte que ce plan n'a pas fonctionné, car ce monstre n'est pas seulement un slim, mais quelque chose de très complexe. C'est à ce moment-là qu'un allié commente que Cray n'a jamais dit que l'ennemi était un slim
costume ordinaire, mais plutôt quelque chose de similaire à un slip. Sven devient encore plus irrité et maudit immédiatement Cry. À ce moment-là, Citri arrive sur place pour apporter son aide. Elle dit qu'elle a supplié Cry de la laisser rejoindre la mission à White Wolf Estate. Elle explique ensuite que le Slim ne peut pas être blessé car son mana forme une barrière naturelle. Malgré cela, Citri, en tant qu'alchimiste, est fascinée par ce monstre. Pour elle, il est un être unique et elle analyse rapidement comment il a été créé. Et tout en esquivant les attaques du monstre, elle découvre qu'il chasse des personnes possédant de fortes concentrations de mana pour se régénérer. Elle, se sentant désolée pour cette créature, qu'elle considère comme une expérience ratée, décide de le tuer rapidement. Elle lance une fiole spéciale et demande à Sven de la frapper avec une flèche. Sven, faisant preuve de sa précision légendaire, tire et touche la bouteille en plein dans la tête du monstre. Et le liquide à l'intérieur est un matériau anti-mana qui annule les défenses de ce slip. À ce moment-là, Gark arrive sur les lieux entièrement armés, laissant Sven surpris. Citri explique qu'elle a demandé à Gark de la conduire parce que, contrairement à Lise, elle ne peut pas simplement s'enfuir dans la forêt. Pourtant, la présence de Gark ne semble rien clarifier pour Sven. Citri explique alors qu'elle a une théorie sur qui se cache derrière tout cela. Elle conduit le groupe vers un camp et révèle l'existence de la tour d'Akexa, dirigée par Maître Noctus. Les chasseurs disent que Noctus a été banni de la capitale impériale il y a longtemps. Mais Citri leur demande alors s'ils croient vraiment que les interdictions résolvent quoi que ce soit. Elle explique que le coffre-fort dans lequel il se trouve est la base de la tour Akexa, et Talia suggère que la tour doit contenir des équipements de valeur cachés là-bas. Et Citri est d'accord, affirmant que l'organisation se prépare à la guerre et qu'elle doit agir rapidement. Elle est déterminée à les arrêter et pour ce faire, elle demande à tout le monde de la suivre. Elle dit qu'elle ne pleure pas, mais qu'elle fera quand même de son mieux. Plus tard, alors que tout le monde se prépare pour le combat, Citri est félicité par l'assistant de Sven. Mais il demande que personne ne sous-estime cette fille, car elle utilise le fait qu'elle est faible pour utiliser tous les moyens possibles pour gagner. Et en ce sens, elle est un monstre comme les autres Griver. D'un autre côté, Lise se serre sur les genoux de Cry, tout en lui demandant de la laisser aider Citri, car sa sœur est très faible, mais il refuse de la laisser partir. Au même moment, au plus profond du repère du loup blanc, dans la cachette de la tour Akexa, nous voyons des figurants lire un manuel d'instructions laissé par Sophia. Elle a écrit qu'ils devraient libérer les fantômes capturés un par un, mais les hommes ne sont pas d'accord, car il serait trop facile pour les chasseurs de les vaincre. Et bien que son maître ait donné à Sophia toute autorité, les hommes estiment qu'une femme ne peut rien savoir de la guerre, ils doivent donc prendre le contrôle de la situation. Ils décident donc d'ignorer ces instructions et de libérer tous les fantômes en même temps. À l'extérieur de la grotte, Citri et les autres aventuriers interrogent les deux membres de la tour d'Akexa qu'ils ont capturés. Citri promet de les libérer s'ils peuvent lui dire où se trouve son maître Noctus, mais les deux idiots sont prêts à sacrifier leur vie pour leur maître. Cependant, ce n'était qu'une question malveillante de Citri, car elle voulait seulement confirmer que Noctus était bien le cerveau derrière toute l'opération. Elle dit aux deux prisonniers qu'elle peut leur faire ouvrir la bouche facilement ou comme elle le souhaite. Ils refusent de parler, alors elle prend un sérum de vérité à utiliser sur eux, disant que pour l'instant, ce sera la voie facile. Les hommes disent que manipuler l'esprit des autres est illégal, mais Citri ne semble pas s'en soucier, et même Gark qui est de son côté. À la fin, elle assure à tout le monde qu'elle ne faisait que jouer à des jeux d'esprit et que son sérum de vérité n'était qu'un jeu. Elle boit tout et soudain, un rugissement tonitruant secoue le camp. Ils sortent tous et trouvent une boue de loup géante qui vient vers eux. Cette fois, la créature est rouge et plus rapide que la précédente. Citri dit alors qu'ils devront analyser les barrières autour de la créature pour la détruire, et pour ce faire, elle a besoin qu'ils lui fassent gagner du temps. Et malgré leur terreur, les gens font ce qu'elle dit, et le monstre envoie rapidement son bouclier volé. Citri ordonne alors au mage d'attaquer la créature de tous les côtés, et elle découvre ainsi que la barrière magique de la créature la rend immunisée contre les attaques de mêlée. Puis elle se demande comment ils peuvent gérer cela, quand soudain, une bave de loup bleu apparaît. Et tout le monde panique et pense qu'il faut sortir de là immédiatement. Mais Citri dit qu'il ne savait pas que la tour de contrôle avait des idiots à sa tête, alors qu'en réalité, ils étaient censés être une organisation de chercheurs. Elle dit à tout le monde d'arrêter d'attaquer et de se retirer dans un endroit sûr. Et quand ils le font, les deux monstres se retrouvent face à face. Ils commencent alors à se frapper. Et Citri explique que les loups visqueux s'attaquent aux ennemis avec le plus de mana, ce qui les pousse à attaquer leurs propres coéquipiers. Bientôt, d'autres loups visqueux apparaissent et commencent à se battre les uns contre les autres. Et les deux prisonniers sont choqués de voir leur puissante arme échouer. De retour à la base, Noctus fait la leçon aux idiots qui ont fait cette erreur, car les idiots n'ont pas arrêté d'être stupides, même après avoir vu les deux premiers monstres se battre l'un contre l'autre. Sophia les contacte via un appareil de communication et dit qu'ils ne peuvent plus rien faire contre les monstres maintenant. Cependant, elle dit à tout le monde que la situation à l'extérieur a changé, car Citri et Gark ont rejoint les chasseurs. Noctus panique lorsqu'il entend le nom de Gark, mais Sophia dit qu'ils ont encore de bonnes chances de gagner. Elle dit que battre en retraite n'est pas une option, car les chasseurs ont deux de leurs hommes prisonniers, et même s'ils ne disent rien, Citri découvrira tôt ou tard l'emplacement de leur base. Elle dit qu'ils doivent attirer l'ennemi et ensuite le détruire avec un atout majeur. Tout d'abord, elle prévoit d'utiliser une bête très puissante pour maîtriser les chasseurs, mais comme cette bête est encore en cours d'entraînement, quelqu'un doit en prendre le contrôle. Elle dit à l'idiot nommé Flick, qui a raté la dernière tâche, que c'est sa chance de se racheter de ses péchés et de montrer tout son potentiel. Flick est provoqué par ces paroles et jure devant Noctus qu'il attirera les chasseurs vers leur base. De retour à la base des chasseurs de trésors, Atalia regarde Citri occupée avec son travail et commence à penser que Citri a toujours été un génie qui n'avait aucune concurrence. Elle était extrêmement motivée et travailleuse, et Atalia se sentait toujours en
insécurité en étant dans son ombre. Soudain, Silence s'approche d'elle et la tire de ses pensées. Il commence à parler de la façon dont son médicament anti-moisissure n'a pas fonctionné sur le monstre précédent parce que ce n'était pas un slim. Il dit que Cray aurait dû leur donner plus de détails, puis il change rapidement de sujet et demande pourquoi les deux prisonniers la regardent fixement. Atalia dit qu'elle n'a aucune idée de pourquoi cela se produit et Sven lui demande de crier si quelque chose se passe. Peu de temps après, Citri découvre l'emplacement à la base de la tour Akexa en analysant le terrain et le flux de mana dans la région. Tout le monde est surpris, puis Citri demande aux prisonniers si sa supposition est correcte et leurs réactions paniquées suffisent à confirmer sa théorie. Et ils appellent immédiatement la rousse, l'appelant Sophia et lui demandant de les libérer. Les chasseurs se demandent de quoi ils parlent et Citri dit que Sophia est son ennemie jurée et une élève de Noctus. Ils ont essayé pendant longtemps de la retrouver mais ils n'ont jamais réussi à trouver plus qu'une trace. Elle croit donc que la capture de Sophia et de Noctus est absolument nécessaire pour détruire la tour d'Akexa et prévoit de régler ses comptes avec Sophia une fois pour toutes. Non loin d'eux, Cray, Liz et Tino s'approchent de la base. En gros, Liz l'a traîné ici et Cray pense qu'il va mourir parce que ses reliques ne sont pas complètement chargées et il n'a pas non plus assez d'anneaux de sécurité. De retour au camp, les chasseurs se dirigent vers la base de la tour d'Akexa et le vilain chasseur dit à Citri que s'il avait cru les paroles de Cray plus tôt, il n'aurait pas perdu son bras. Il est maintenant impatient d'en savoir plus sur Cray et Citri lui dit qu'il est un homme qui deviendra un jour un chasseur de niveau 10. L'homme laid est surpris d'entendre cela mais après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, il a confiance en Cray, quelqu'un de très fort et Citri lui dit que Cray est fort. Cependant, même s'il était plus faible qu'un lapin, il serait toujours le meilleur chasseur de trésors parmi eux. À ce moment-là, un éclair traversa les nuages, attirant l'attention de tous. L'instant suivant, un puissant rayon est tiré directement sur Citri. Le sort a été lancé par l'homme nommé Flick, qui chevauche le monstre lion volant. Il se vante de son sort ultime, qui peut tuer n'importe qui instantanément. Tous les chasseurs sont assommés et il dit que maintenant il va prouver que son maître est meilleur que Sophia. Cependant, à sa grande surprise, Citri se lève soudainement et dit qu'elle est habituée à ce niveau de sort, car elle a fait face à des choses pires dans un coffre au trésor de haut niveau. Flick est terrifié, car ce sort est une mort instantanée. Mais Citri lui tire dessus avec un pistolet à eau, la guérissant instantanément. Il attaque ensuite Flick et le renverse, mais avant qu'il ne puisse l'attaquer pour de bon, le monstre lion le renverse. Mais au moment où il l'attaque, Gark apparaît et coupe le monstre en deux avec sa hache. Et Citri continue de soigner tout le monde avec son pistolet à eau. De retour à la base, Noctus est furieux parce que cet idiot de Flick n'a emmené qu'un seul des monstres avec lui, alors qu'il aurait dû les emmener tous. Ses subordonnés lui disent que l'attaque finale de Flick était vaine et que les chasseurs se dirigent toujours vers sa base. Il suggère à Noctus de fuir pendant qu'ils retiennent les chasseurs, mais il s'oppose à cette idée. Il déclare qu'il lui reste un atout et Sophia, et tant que les deux n'auront pas perdu, il ne pourra pas quitter la base. Il dit que surveiller les combats de ses disciples est son devoir, et tout le monde est ému aux larmes. Noctus leur ordonne de continuer à se battre de toute leur force, et ses subordonnés jurent qu'ils gagneront. Pendant ce temps, Citri et les autres trouvent l'entrée de la tour d'Akexa, mais Sven pense qu'il ne devrait pas entrer sans préparation. Cependant, Garg lui dit qu'il est toute la préparation dont ils ont besoin. Il demande à Ciri et Sven de lui faire confiance et d'entrer dans la grotte, car il veut montrer à Liz à quel point il est fort. Ils avancent donc vers la grotte, mais les membres de la tour d'Akexa sont prêts à les affronter avec leur lion volant. Cependant, ce n'est qu'un stratagème pour gagner du temps, pendant que Noctus active son atout dans son laboratoire. Il appuie sur quelques boutons et soudain une statue de pierre se brise et un golem en émerge. Noctus dit que c'est la plus grande arme de la tour d'Akexa et il est convaincu que ses ennemis ne pourront pas la vaincre. Le golem sort de la grotte où Garg est prêt à le combattre. Et voyant le meilleur combattant ennemi acculé, les membres de la tour de Akexa décident de passer à l'offensive. Ils volent bien au-dessus de la portée de Sven et des autres attaquants, et pendant que tout le monde est occupé à se battre ou à attendre son tour, les deux prisonniers tentent de couper les cordes qui leur lient les mains. L'un des lions volants attaque Sven et le blesse, mais il guérit et dit à ses amis de ne pas laisser le moral du groupe baisser. Les choses semblent désastreuses pour les chasseurs de trésors, mais soudain Alice arrive sur les lieux et frappe l'un des lions volants avec sa super vitesse, le renversant instantanément. Tout le monde est excité car maintenant ils ont Alice pour les aider et Sven leur dit d'avancer. D'un autre côté, Cray et Tino sont seuls dans la forêt et Cray est un peu inquiet car Alice s'est enfuie pour se battre et maintenant il n'a pas de garde du corps fiable. Soudain, Tino sent une présence. Elle alerte Cray et lui demande si elle doit s'occuper de quiconque se trouve près d'eux, mais il lui demande de les laisser tranquilles, croyant qu'ils ne sont que des animaux sauvages. Cependant, les personnes que Tino a senties sont les prisonniers de la tour Akexa et elles sont confuses et se demandent pourquoi Cray les quitte puisqu'elles sont ennemies. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Cray ne connaît même pas leur existence. Cray décide de continuer à avancer, mais la puissance de ses lentilles de vision nocturne s'éteint. Il demande alors à Tino de lui montrer le chemin. De retour sur le champ de bataille, Alice bat complètement les lions volants et se moque également des chasseurs de trésors, leur demandant comment ils n'ont pas pu y faire face. Elle appelle sa sœur, Citri, faible, et Citri lui demande ce qu'elle fait ici, et Alice dit qu'elle a réussi à convaincre Cray. Maintenant, elle se déplace rapidement en attaquant le golem. Cependant, la créature est plus puissante qu'elle ne l'imaginait. Elle continue avec la stratégie d'attaquer le golem à toute vitesse, le repoussant et le faisant se briser petit à petit. Gark ne veut pas être vaincu par elle, alors il attaque le golem avec sa hache, le gelant au point d'impact. Le golem tombe au sol tandis que Sven le vise. La créature manque d'énergie pendant un moment, mais récupère ensuite et se prépare à attaquer à nouveau. Gark balance son piolet vers le golem, mais maintenant il esquive l'attaque et saute bien au-dessus
au-dessus de lui. Personne ne peut croire que cette créature est si agile et cela leur rappelle un compagnon de Cray qui a presque la même taille que le golem et est tout aussi agile que lui. Alice se demande si ce golem a été modelé d'après son ami, mais cela n'a pas d'importance car elle doit simplement le détruire. Elle saute pour l'attaquer, mais le golem révèle un canon et tire sur elle. La balle d'énergie effleure l'estomac d'Alice et elle est obligée de reculer car elle n'est pas douée pour gérer les attaques à longue portée. Elle continue de courir alors que le golem lui tire dessus et Citri pense qu'il sera facile de détruire le golem même avec la puissance offensive de sa sœur. Elle doit donc essayer de vider sa batterie. Alice prend cela personnellement et attaque le golem pour prouver qu'elle peut le vaincre. Elle frappe le golem avec un combo puissant qui le fait tomber tandis que Gark l'aide avec ses attaques. Cependant, le golem utilise des propulseurs sur son dos pour voler et Alice renonce à le vaincre. À ce moment-là, Cray arrive sur les lieux et demande à tout le monde comment ils vont. Cela ne le dérange pas du tout de voir le golem géant devant eux et maintenant tout le monde est sûr que le combat sera terminé puisque le chasseur le plus fort est arrivé. Soudain, le golem commence à voler vers Cray et Tino s'accroche à lui par peur. Cependant, Cray continue d'agir normalement et soudain, le golem est vaincu avant de pouvoir toucher Cray. Le golem perd sa force lorsqu'il heurte le mur et tout le monde demande quel genre de mouvement secret Cray a utilisé cette fois. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Cray n'a même pas vu le golem venir vers lui car ses lentilles étaient à court de mana. Il demande à Tino pourquoi tout le monde agit comme si quelque chose d'important s'était produit. Mais elle ne dit rien. Ainsi, le combat se termine enfin et les chasseurs de trésors envahissent la base de la tour d'Akexa, confisquant tout ce qu'ils trouvent en chemin. Cray reçoit un rapport de Citri qui le remercie d'avoir envoyé Alice pour la soutenir au bon moment. Cependant, le combat n'est pas encore terminé et elle prévoit de détruire personnellement la tour d'Akexa de l'intérieur. De l'autre côté, les deux prisonniers évadés rencontrent Noctus et les autres qui ont fui la base après avoir perdu la bataille. Les deux hommes sont certains que l'alchimiste aux cheveux roux parmi les chasseurs de trésors est Sophia et disent à Noctus qu'elle a infiltré la base ennemie donc elle pourrait être en mesure de faire quelque chose pour eux. Cependant, Noctus n'a plus le courage de combattre Cray car il ne peut pas imaginer ce qui va se passer ensuite. Il décide de quitter l'Empire et demande à ses hommes de rappeler Sophia.